Les Bleus au Mondial 2022. La France est dans le groupe D des éliminatoires. Le tirage a eu lieu tout à l'heure, en début de soirée. Ukraine, Finlande, Bosnie et Kazakhstan. Alors les Bleus seront qualifiés au Mondial 2022 s'ils terminent premier, ça c'est normal. Deuxième, les Bleus seront barragistes. Troisième, quatrième, cinquième, et les Bleus ne seront pas forcément éliminés et récupéreraient au passage une place de barragiste car ils ont terminé meilleure première nation lors des phases de groupe de la Ligue des Nations. Donc, un qualifié, deux barragistes, trois de façon barragiste. Les qualifications ont-elles encore un intérêt à cette question? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un super duel, ça remarche. J'ai failli le dire en disant, hop, c'est planté. Les qualifications ont-elles encore un intérêt? Aubragnac et Favard, Gilles et Ludo y voient encore un intérêt puisque vous avez répondu oui. Ils ont répondu non. C'est Étienne et Bernard. Étienne et Bernard, vous avez répondu non. Qui commence dans votre petit couple? J'ai eu un appel du Pakistan. On m'a dit que pour une fois, Bernard avait bossé le dossier, donc je vais peut-être le faire commencer. Ah, d'accord. Bernard, vous prenez la main. Il a confiance. Écoutez, il a confiance en son partenaire. Le duo Aubragnac-Favard qui a répondu oui. Qui commence? Toujours la locomotive d'abord et les wagons après. Ok. Donc c'est Ludo. Je me demande si loco, c'est. Je me demande si ça va pas la loco, je me demande si ça va être un 3 contre 1. Bien tiens, la loco a répondu oui. Gilles Favard, on y va, on vous écoute. Nous avons les plus grands reporters de ce merveilleux journal qui est l'équipe et ils nous disent que ça sert à rien les qualifications. Mais naturellement, ça sert à se qualifier déjà. Ben voilà. Eh oui, mon cher Bernard et Étienne. Des qualifications, ça sert à se qualifier, ça sert à peaufiner un petit peu cette équipe de France pour le futur, qui va certainement, après l'Euro 2021, avoir quelques joueurs qui vont évoluer ou changer, ou un groupe qui va un petit peu aller vers une jeunesse qui est en train de progresser, et naturellement que ça sert. Et Bernard Lios. On a bien compris que désormais, le but des organisateurs, que ce soit une phase finale d'un Euro ou d'une Coupe du Monde, c'est plus de faire des matchs de qualification, mais c'est que l'équipe, et que toutes les équipes y soient. Alors pour qu'elles y soient, on multiplie le nombre de pays qualifiés, on multiplie le nombre de formules, et à l'arrivée, on se retrouve avec des matchs de qualification qui servent plus à rien. Et en plus, aujourd'hui, ce mode de qualification, il se prend de plein fouet la Ligue des Nations, qui au moins met de l'intérêt dans ces matchs-là en mettant des équipes d'égal niveau. Là, on va jouer le Kazakhstan, qui est 122e nation au classement FIFA. Ça n'a plus aucun intérêt parce que même si tu ne réussis pas contre ces équipes-là, tu vas être qualifié quand même. Oh là là, Étienne Moati, admiratif de votre démonstration. On rebascule sur Ludovic Aubragnac. Ben non, mais l'essence même d'une compétition, c'est le mode de qualification. Et vous le savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Donc, quoi dire de plus que on sera sûrement après l'Euro dans un cycle générationnel. Donc, il faudra forcément voir d'autres joueurs. Qui dit voir d'autres joueurs dit un maximum de matchs. Donc, les qualifications sont toujours importantes. Et puis si Giroud est toujours là, il faudra lui donner du temps de jeu. Une parole pleine de sagesse signée Ludovic Aubragnac, mais qui n'a pas forcément décontenancé Étienne Moati. Non, moi j'ai surtout l'impression quand on sera au mois de mars, quand on va voir ces matchs-là arriver, on va même pas se rendre compte ni même s'apercevoir que ces matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 sera juste des matchs de préparation pour l'Euro 2021. Donc c'est à ça qu'ils vont servir ces matchs-là, parce que comme l'a dit Bernard de manière extrêmement brillante, de toute façon on va se qualifier. En plus on va avoir des matchs contre des équipes franchement qui nous intéressent pas beaucoup, à part si on fait semblant et si on est malhonnête intellectuellement. Ok, il vous reste 3 secondes 4 centièmes. On va rebasculer du côté du cheminot, la locomotive. Gilles Favard, vous avez 6 centièmes peut-être pour remettre le train en ordre de marche. On n'a pas besoin, on est rentré en gare. Ok, 3 secondes et 4 centièmes. Autre image peut-être de la SNCF, Bernard. On ne remerciera jamais le boulet Ludo Aubragnac, on fait gagner le duel. Ok. J'ai eu l'impression d'assister à 1 contre 3 à un moment, juste une impression personnelle. Compte Twitter de l'équipe du soir, qui vous a convaincu? Est-ce le tandem Moati-Lyons ou non? C'est le duo Favard-Aubragnac. Le président est demandé. Vincent, qui gagne pour vous? Qui a emporté le morceau? Bien que l'un des deux ait visiblement joué contre son camp, j'ai quand même envie de donner le point à Gilles Favard et Ludo Aubragnac. Pourquoi j'ai joué contre mon camp? Parce que il a pas dit. Ça peut être Gilou. Tu te désignes comme ça, tu te désignes tout seul. Parce que, en fait,
Bon, évidemment, mais l'un parle toujours des droits télé et l'autre, il voit jouer Saint-Etienne, donc ils sont un peu éloignés de ce qu'est le foot aujourd'hui. Mais autrement, sur le fond... Toujours bien d'humilier les chroniqueurs, c'est important. Non, mais sur le fond, c'est l'essence du foot, les qualifications, c'est l'histoire du foot. C'est comme si on disait, mais pourquoi on joue les 32e de finale de la Coupe de France? On s'en fiche, c'est pas intéressant, il fait froid, on voit des amateurs, je vérifierai que tu ne te fais pas porter balle pour aller au Kazakhstan. Hein. Attention. Est-ce que le président est au courant qu'il n'est pas le président du 21e siècle, là c'est du 20e siècle? Non, Bernard, je vous avertis, vous avez un jaune. De glaçons. Merci beaucoup. Faut respecter aussi les vannes qui sont vraiment bien marquées. Rendez votre verdict et après, je crois que Bernard a audience à demander auprès de votre président. Pour moi, les éliminatoires, en plus, pour une fois, elles sont quand même concentrées. Elles vont être concentrées sur 8 mois. En général, c'est sur 14 mois. Donc déjà, c'est pour ceux qui sont impatients. T'as raison, ça change. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès. C'est un groupe de 5, c'est pas un groupe de 6. Et puis, ça reste un bon moment. Je veux dire, on a tous des souvenirs de derniers moments, de derniers jours de la qualification. Ah bah, tu parles d'une autre époque, là, t'es pas sérieux. Mais je parle de toutes les époques. Non, mais t'es pas sérieux. Là, bientôt, il va nous parler, tu sais, de France-Bulgarie, de France-Pays-Bas, tu vois, des matchs qui nous amenaient dans des... C'est là où je voulais lui répondre. Je veux dire, ça, c'est un discours d'un président du XXe siècle qui te dit, ce sont des éliminatoires. Lui, il parle des qualifications des Verts depuis 76 et il vient de donner la leçon. Non, déjà, il faut m'expliquer ce que ça veut dire éliminatoire. C'est-à-dire que tu joues pour être éliminé pour une compétition. Non, déjà, c'est un groupe qualificatif. Ce sont des qualifications, pas des éliminatoires. Ça, c'était la terminologie du XXe siècle, cher à Vincent Duluc. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Effectivement, si tu me parles dans la dramaturgie d'un France-Pays-Bas au Parc des Princes pour la Coupe du Monde 82, qui met à la retraite la génération de Johnny Rep pour l'avènement de celle de Platini. Et le barrage France-Ukraine en 2013, c'était quoi, Bernard? C'était quoi le barrage de France-Ukraine en 2013? C'était rien? C'était pas un bon moment? C'était rien du tout, on s'en fichait? Et c'était l'Ukraine. C'était un match de barrage à élimination directe, c'était pas un match de qualification. C'est quelque chose qui peut arriver encore cette fois. Ça va être brutal, ce qui peut arriver cette fois. Mais le monde a changé. Mais non, mais le monde a changé. T'es sérieux? Tu penses une seule seconde? Attends, Vincent, tu penses une seule seconde qu'on peut se retrouver dans la situation de jouer un dernier match décisif dans ce groupe de qualification? Si on est troisième, on va quand même se qualifier, mais t'es pas sérieux. Mais je pense que non. Mais je pense que non. Heureusement, tu dois être premier. Mais t'es premier parce que t'es meilleur. Il y a eu d'autres fois où c'était beaucoup plus dangereux. Il se trouve que pour une fois, tu n'as pas une deuxième équipe qui est difficile. Mais contrairement à ce qu'il dit Bernard, aujourd'hui, on ne qualifie pas tout le monde. Tu n'as toujours que 13 qualifiés pour la zone Europe, comme avant. Ni plus, ni moins. Ça n'a pas changé. Le nombre de qualifiés n'a pas changé. Non, mais là, tu l'as expliqué toi-même, on est quasiment qualifié quand on est troisième. Et tu vas nous dire que tu vas suivre ça avec un intérêt et une angoisse. T'es pas sérieux. Mais non, je dis juste que ça fait partie de l'histoire du foot et qu'il faut la respecter. Mais l'histoire du foot, elle a changé. Aujourd'hui, de toute façon, même si tu te qualifies pas, il va falloir que tu te qualifies. Parce que l'intérêt de tous les organisateurs, c'est d'avoir les meilleures équipes en phase finale. Oui. Donc, si tu passes pas par la voie A, tu passes par la voie B. Si c'est pas la voie B, c'est la voie C. de finale de Coupe de France. Donc, l'éliminatoire. Des amateurs, les qualifications pour la il y aura des surprises, quoi qu'on en dise. Eh ben, ça a été galvaudé par le football moderne. Bernard, tu prépares une Coupe du Monde sans jouer de match, non? Pardon? Tu prépares une Coupe du Monde sans jouer de match? Non, mais on parle de qualification. Bah oui. Non, mais moi je réponds à la question, Ludo, à la différence de toi. Est-ce que c'est encore des qualifications, encore un intérêt? Je dis non. Non. Parce que tu peux passer par la voie A, lui, c'est que les wagons. T'as qu'à m'agresser moi je peux répondre. Le but du jeu, c'est que tu sois qualifié quoi qu'il arrive. Donc ça a plus d'intérêt. Bernard, je sais que le président est un peu chamboulé. Il a besoin peut-être d'une aide. J'appelle le Nourrisson de l'équipe du soir. Bertrand Latour, bonsoir. Ces qualifs, est-ce qu'elles ont réellement encore un intérêt? Bonsoir Bertrand, vous répondez oui. Avez-vous peut-être d'autres arguments à faire valoir? Déjà, il y avait un argument qui avait été très fort, qui a été énoncé à l'instant par Ludovic Aurignac, quand il dit la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Moi, ça a fini de me convaincre, évidemment. Plus sérieusement, je suis d'accord aussi avec ce que dit Vincent. Souvenez-vous quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, que lors de la dernière Coupe du Monde, il n'y avait pas l'Italie, il n'y avait pas les Pays-Bas. C'est toujours aussi difficile de se qualifier parce qu'il y a qu'un qualifié par groupe. Et même si la France a la possibilité d'être en barrage, qui finisse 2e ou 5e, à la fin, le barrage, il faudra aussi de toute façon le gagner en espérant que la France n'y aille pas. Donc moi, je suis pas d'accord. Et même on peut s'attarder aussi sur le niveau des équipes. Moi, les Ukrainiens ont battu les Espagnols il y a de cela quelques semaines. La France a perdu contre l'équipe bis de la Finlande dans un match que certains nous annonçaient comme inintéressant. Au final, on en a parlé pendant plusieurs jours et ça a participé à une certaine tension avant les matchs de Ligue des Nations. Donc pour moi, non, ce ne sont pas des matchs inintéressants. Et de toute façon, par essence, moi je trouve que les matchs de l'équipe de France ont toujours un intérêt qui soit collectif pour le dessein de la patrie ou même à titre individuel pour le choix des joueurs, pour les différentes échéances à venir. Vous avez fait sourire, on rigolait, on ricanait Étienne Moati, Bertrand. C'est leur sujet. Il est en train de dessein de la patrie, ça c'est Bertrand est en train de nous dire que les matchs de l'équipe de France ont toujours un intérêt. Ben oui, mais bien sûr, c'est l'équipe de France qui joue, ça a toujours un intérêt.
Mais c'est pas la question. Non. La question, c'est cette phase-là de qualification, dans ce modèle-là, qui, quoi qu'il arrive, te permettra d'être qualifié même si tu échoues, est-ce que c'est un intérêt? Ben non. Je vais reprendre, je pense, l'un de vos arguments, Bernard Lyons, sur la création de la Ligue des Nations, avec finalement des phases de groupe par niveau. Est-ce que ça, Gilles, est-ce que ça, Ludo, est-ce que ça, Vincent, ça un peu ringardisé, un peu daté, ces éliminatoires, on va dire, à l'ancienne? Un peu beaucoup même. Un peu. D'ailleurs, on pense de plus en plus que ces phases de qualification telles qu'elles existent comme ça, elles vont finir par disparaître parce que c'est vrai que la Ligue des Nations, elle a montré qu'on n'a plus envie de voir ces matchs-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, où on est de mauvaise foi, on dit oui, l'histoire du foot c'est ça, tout le monde doit jouer contre tout le monde, machin, et ce qui est vrai aussi. Mais la vérité, c'est quand on voit les matchs, on n'a pas spécialement envie de les voir, et on a envie de voir des affrontements entre des équipes de valeurs relativement équivalentes. Est-ce qu'on aurait envie de voir toujours les mêmes matchs contre C'est pas toujours les mêmes matchs, les matchs en sélection. C'est pas vrai. Autant tu peux dire ça. Ça serait un risque. Non, autant tu peux dire ça. Je suis pas d'accord. Par exemple, sur la Ligue des Champions, où c'est toujours les mêmes équipes qui vont finir par s'affronter à partir des huitièmes de finale et ça revient tous les ans, autant c'est pas vrai sur des matchs entre sélections. Mais l'autre élément qui a compté aussi dans la modification de l'équilibre des phases de qualification, c'est la multiplication des fédérations et des candidats. C'est-à-dire avec l'éclatement du bloc de l'Est, bien sûr. Tu as 15 équipes de plus depuis 20 ans. Et c'est de moins en moins intéressant. Non, c'est pas de moins en moins intéressant. Ah bah si, non, je suis pas d'accord. Parce que quand tu rencontrais ce qu'était la Tchécoslovaquie, je veux dire, c'était une équipe bien supérieure à ce que les pays qui en sont nés. Quand tu rencontrais la Yougoslavie, c'était autre chose et l'URSS aussi. Mais moi, j'aime encore quand il y a un piège tout simple et qu'il faut aller jouer dans un pays balte ou alors en Biélorussie. Et tu y seras. Et comme je te l'ai dit, on vérifiera ton ordre de déplacement. Il fait froid sous la neige et qu'il faut être au niveau de l'événement. Tu feras bord terrain. Ça fait partie du foot. Bertrand, une autre saillie, une autre formule à donner pour humilier un des chroniqueurs présents sur ce plateau, Bertrand. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais il subit par ce qu'ils disent. Franchement, Étienne, je suis effaré, pas loin d'être scandalisé par ce qui vient d'être dit. Si, quand on est journaliste de sport, spécialiste de foot, on n'est pas intéressé par le fait de voir l'équipe de France jouer et dans un match qui aura forcément un enjeu, c'est-à-dire celui de permettre à cette équipe de France d'aller disputer la Coupe du Monde, mais il faut arrêter ce métier, rendre la carte de presse et faire autre chose. Non, mais c'est un spécialiste des droits télé, pas du foot. Mon plaisir, ça va être d'assister, donc, en effet, à voir Bertrand Latour, donc, je l'ai menu, donc, là-bas, dans ses déplacements. Mais comme il est jeune, il débute, il sera ravi d'y aller et nous serons ravis de l'entendre quand il y sera. Ok, mes petits, le résultat de ce super duel, la question, les qualifs ont-elles encore un intérêt? Oui ou non? Le public, comme évidemment dans l'équipe du soir, a le mot de la fin. C'est plutôt Étienne et c'est plutôt Bernard. Dans quelques minutes, le Welbeck sera à fond. L'équipe du soir va se poursuivre. Et Gilles Favard, Bernard Lyons, le président un peu chamboulé sur ce premier débat, a repris son autorité naturelle dans quelques minutes. La faillite en Ligue 1, la crise des droits télé additionnée à celle du Covid va provoquer des dégâts. Samedi dans le Parisien, Jean-Pierre Caillot, président de Reims, et également voix des clubs de Ligue 1 au conseil d'administration de la Ligue, a tiré la sonnette d'alarme. Très clairement, nous dit Jean-Pierre Caillot, plus de la moitié des clubs de Ligue 1 pourraient se retrouver en cessation de paiement. Si la Ligue ne peut pas contracter un nouveau prêt, je pense qu'en février ou mars, beaucoup de clubs ne pourront pas payer leurs joueurs et leurs salariés. Alors des clubs de Ligue 1 en cessation de paiement, est-ce que c'est juste une question de temps? Je crois que vous m'avez tous répondu oui à cette question. Bernard, oui, c'est juste une question de temps alors. Je pense, je le redoute si c'est Mediapro, et il semble être le cas, va pas payer sa traite du mois de décembre, parce que ils vont se retrouver, les clubs professionnels français, dans une situation qui est encore pire que ils l'ont déjà pas payé. Ouais, c'était le 5. Que les restaurateurs et les barman. Je m'explique. C'est-à-dire que là, tu te retrouves dans une situation où tu ouvres ton commerce, c'est-à-dire ton stade, où tu fais fonctionner et tu fais jouer des matchs avec des salariés qui sont pas au chômage partiel. Mais en contrepartie, tu n'as absolument aucune recette. Et ce qui est terrible, c'est que des paquebots vides, comme les stades qu'il y a en France, que ce soit à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, ça coûte extrêmement cher à les faire tourner. Les joueurs, donc tes salariés, coûtent extrêmement cher parce qu'il faut que tu les payes. Et en contrepartie, tu n'as rien. Tu n'as aucune recette guichet, aucun merchandising, aucun sponsoring, et maintenant aucun droit télé. Je vois pas comment c'est viable. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ils sont un peu en apnée parce que c'était le premier PGE, le plan garanti par l'État, qui avait contracté la Ligue à la place de Mediapro pour payer la tranche de septembre, c'est ça? Le PGE, c'était quand on a arrêté la saison, saison dernière. La première tranche c'est un autre prêt qui a servi à payer la première tranche. Je veux dire, et là, si la Ligue peut pas se substituer à Mediapro en contractant notre PGE, je vois pas comment les clubs peuvent y arriver.
c'est échec et mat, là. Étienne, on s'est eu vendredi soir, vous étiez chez vous, vous nous disiez finalement que la tactique aujourd'hui de la Ligue, c'était de sortir Mediapro et de le sortir un peu par le haut. C'était vendredi, on est lundi, est-ce qu'on a des avancées par rapport à ça ? C'est pas vraiment une tactique, c'est presque une obligation, puisque de toute manière, vous avez quelqu'un qui vous paye pas. Et donc, l'idée, c'est en effet d'aller le plus rapidement possible, puisque comme l'a dit Bernard, pour le moment, donc, vous n'avez pas de recette du tout, puisque vous n'avez pas de paiement de Mediapro. Donc, l'idée, c'est de sortir de ce contrat le plus rapidement possible pour pouvoir essayer d'engager un autre contrat avec un autre diffuseur qui, celui-là, serait solvable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, quand cette opération sera faite, parce qu'elle va finir par se faire, cette opération de sortir Mediapro, c'est le plus probable. Retour à la Ligue des Champions, c'est demain. Paris accueille Başakşehir, France. Oui, le PSG qui n'a besoin que d'un petit point, on le rappelle, pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale. Alors, en ce qui concerne la compo probable, si Draxler est OK pour jouer face aux Turcs, il y a quelques doutes quand même sur la présence de Kimpembe notamment. Icardi Sarabia ne devrait pas être de la partie. On va écouter Thomas Tuchel qui ne veut pas prendre cet adversaire, dernier du groupe, à la légère. On prépare chaque match pour gagner. Je veux qu'on monte le même respect pour le jeu et pour l'adversaire que toujours, que pendant le match dernier. Et ça veut dire on donne 100%. On ne peut pas contrôler le résultat, mais on joue pour gagner, on joue pour nous, on joue pour vraiment montrer que nous sommes les meilleures équipes. On parlera dans la deuxième partie de la menace, l'éventuelle menace de décompression du Paris Saint-Germain. Autre club français engagé demain, c'est le Stade Rennais, France. Et là, c'est pas le même constat. Les Bretons déjà éliminés de la compétition, mais qui comptent bien quand même tout dernier sur ce dernier match de poule face aux Espagnols. On va écouter le capitaine Damien Da Silva en conférence de presse aujourd'hui. C'est la Ligue des Champions. On est fiers de la jouer, on est toujours fiers de la jouer. Il reste un match, c'est un match de prestige pour nous encore. Beaucoup d'envie sur ce match-là. Et on a envie de bien finir. Et surtout, nous, ça nous ferait énormément de bien de gagner un match. Donc on va pas s'en priver si on peut gagner un match avec champion, on le fera bien volontiers. Ils vont continuer à faire honneur à la Ligue des Champions. Oui. Comme disait leur... Julien Stéphan, le soir de l'élimination. Au passage, quand même, une victoire en Ligue des Champions, ça rapporte 2 millions d'euros. Donc c'est pas complètement neutre non plus. Info Mercato, Paul Pogba serait sur le point de quitter Manchester United. Son emblématique agent, Mino Raiola, qui a déclaré à Tuttosport, Pogba et Manchester United, c'est fini. C'est dans une interview qui sera à apparaître demain dans le journal italien. Alors on rappelle que cette saison, le Français n'a été titularisé que 6 fois en 13 matchs et son mal-être est palpable, il faut le dire, match après match. Donc on en saura un peu plus demain. Ok, on en parlera dans la P2 de Paul Pogba. Ça vous intéresse, ça, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, okay. Tous les thèmes. Étienne, les premiers 30 secondes, formidables. Les deuxièmes, vous n'avez pas compris ou vous n'étiez pas d'accord? À défaut d'être le championnat le plus spectaculaire cette saison, il y a une vraie concurrence et en haut du classement. Et franchement, on s'y attendait pas à ce point-là, mais surtout, il y a plusieurs équipes. Donc, moi, je suis content et c'est vrai que je suis d'accord avec Vincent. Lyon peut faire éventuellement le match avec un Paris Saint-Germain qui irait loin en Ligue des Champions, qui serait très occupé par ailleurs. Mais d'autres aussi. Là, je trouve qu'il évacue Lille, par exemple. Non, j'ai dit Lille. J'ai dit Lille. Oui, mais donc, ça veut dire que pour moi, est-ce que c'est pas évidemment le match qui va nous faire savoir si il va y avoir de la concurrence pour le titre en Ligue 1? Il y en aura d'autres aussi. Et les matchs entre le Paris Saint-Germain et Lille vont être importants aussi. Enfin, pour l'instant, dans les autres championnats à l'étranger, si je m'abuse, il y a aussi du suspense. Il y a même en Allemagne où tu vois Leipzig qui arrive à tenir la dragée haute à un club comme le Bayern Munich qui écrase tout. Bon, je pense que c'est un peu le post-Covid qui fait que c'est un peu comme ça. Mais après, moi, j'ai dit un petit contrat parce que le leader virtuel de cette Ligue 1, ça va faire hurler Gilles, c'est Marseille, avec ses 2 matchs en retard. Ah oui. Mais c'est vrai que les matchs en retard, c'est systématiquement 3 points. Et c'est systématiquement perdu. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est systématiquement 3 points. Depuis le Bordeaux de ça à Lens et à Nice. Non, mais c'est vrai. Depuis le Bordeaux de Laurent Blanc, contre Marseille. Voilà. Pour ça, je te lance. Voilà. Après, tu sais quand même que si le Paris Saint-Germain rejoue et se renclenche en mode je joue à mon niveau, même si c'est vrai qu'à Lille, même si c'est vrai, il a raison, Vincent, que Lyon, c'est l'équipe la mieux armée parce qu'il joue pas de Coupe d'Europe, etc. Paris, ça reste au-dessus de tout le monde, quoi. J'ai ces images-là de Paris contre Montpellier. Quand au coup d'envoi, vous avez vu la compo de Thomas Tuchel. Tu te dis, il y a quelque chose. Généralement, quand on regarde les Paris-Montpellier ou les Montpellier-Paris, qui sont des matchs extrêmement accrochés. Et quand finalement on a vu le match, quand Vincent nous dit il est en train de se passer quelque chose,
Est-ce qu'on espère un truc Est-ce qu'on espère un truc qui est déjà terminé? Ça, c'est de la pure mauvaise foi parce que par rapport à la saison dernière où il y a non, ce match-là, il a tourné, je dirais, à l'avantage du Paris Saint-Germain, c'est vrai, mais il y en a d'autres. Ils ont déjà combien de défaites dans la saison? Donc je trouve que c'est véritablement pas la saison pour dire ça. Il y a une marge qui s'est réduite, c'est évident, parce que Paris joue pas bien tout le temps, parce que ses joueurs sont pas là présents tout le temps, il y a des blessés, etc. Et puis le fond de jeu du Paris Saint-Germain, on l'a pas beaucoup vu, donc il y a la marge, elle s'est réduite, ça c'est clair. Quand même. Donc vous voyez encore Paris Saint-Germain continuer de faire ce qu'ils ont fait cette saison, c'est-à-dire avec des matchs incomplets, des cycles incomplets. C'est la lecture en tout cas d'Étienne. Moi j'ai l'impression que c'est en train de tourner. Non mais par exemple Lyon ils sont dans le coup alors que leurs 7 premières journées ou 6 premières journées, 7 je crois, ils étaient ridicules. Ils étaient en dessous de tout. Et ils sont dans le coup malgré ça. Donc s'ils continuent à être au niveau et à peu perdre, je pense que Lyon est capable de perdre que 3 fois jusqu'à la fin de l'année à partir de maintenant. Ludovic, 4 fois. Il est en train de se passer quelque chose. Oui, il y a des choses qui vont continuer comme ça, l'irrégularité du Paris Saint-Germain. On parlait du Vendée Globe juste avant. Quand tu veux établir un record, il y a des temps de passage. Or pour la Ligue 1, si tu veux concurrencer le Paris Saint-Germain, on est quand même au tiers du championnat. En cas de défaite du Paris Saint-Germain contre Lyon, ça veut dire qu'il y aurait 3 équipes potentielles devant le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain serait 4e si on compte les éventuelles victoires de l'OM. C'est quand même pas neutre. On n'a pas vu ça depuis un moment. Et on en rêve. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, pas qu'il perde, parce qu'on n'est pas supporter d'une équipe plus qu'une autre, mais qu'il y ait du challenge, que ce Paris Saint-Germain soit challengé. On en rêve tous pour la qualité de notre championnat. Donc, j'ai l'impression qu'il se passe un truc. Lyon est capable, encore hier, mais hâte de voir ce que ça peut donner. Cette équipe lyonnaise assez attrayante sur le plan offensif, mais plutôt inquiétante sur le plan défensif. J'ai hâte de ce que ça peut de l'opposition face au Paris Saint-Germain. On va écouter Rudy Garcia sur sa lecture peut-être du championnat. C'est une lecture finalement qui est un peu comparable à celle d'André Villas-Boas la semaine dernière. Écoutez-le. Nous, ce qu'il faut faire, c'est être prêt au cas où, effectivement, la meilleure équipe du championnat, qui est le PSG, sans contestation possible, soit pas au rendez-vous. Ou effectivement, je pense qu'ils ont perdu 3 fois depuis le début de saison, donc c'est quand même inhabituel pour une équipe de ce niveau-là. S'il dit ça, c'est pour désamorcer le choc prochain là à Paris. Il faut le comprendre comme ça. C'est pas parce que ça, moi je trouve que ça en désamorce pas l'enjeu. En tout cas, il y a la question de savoir s'il y a du suspense. La différence, c'est que si Lyon gagne, Lyon a un point d'avance, et que si Lyon perd, ils ont 5 points de retard. Et à 5 points de retard, le suspense sera pas le même. Et curieux de savoir. Il n'y a pas que Lyon quand même. Non, on n'a presque rien dit sur Lille. Non, mais je crois à Lille. Qui est une équipe. Moi, je crois à Lille. Autant Lyon est en train de monter en puissance. C'est vrai ce qu'on a vu hier, c'était magnifique. Mais ils l'ont quand même peu fait depuis le début de la saison, alors que Lille, sur l'ensemble de son parcours, qu'il soit en championnat ou en Ligue d'Europe, ils montrent une régularité. Ils ont un effectif qui est large. Ils ont un entraîneur qui tient la route. Je veux dire, je pense que Paris au-dessus, mais il n'y a pas une marge énorme. Moi, je suis d'accord avec toi sur Lille. Ils sont attrayants et tout, mais ils ont le même nombre de points que Lyon. À un point près, ils sont tous pareils. Donc, il y a eu la mauvaise période de Lyon et qui, là, viennent de la gommer. Maintenant, moi, ce que j'ai à dire sur le Paris Saint-Germain, ils ont 2 vedettes internationales dans le groupe. Mais le reste du groupe est, pour moi, bien plus faible que les années précédentes d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans du Paris Saint-Germain où il dominait la Ligue 1 française. Tandis que l'effectif de Lyon, il est loin d'être ridicule. L'effectif de Lille est loin d'être ridicule. Je suis plus surpris par ce que fait Marseille, par exemple. Mais c'est quand même 2 équipes qui ont des éléments compétitifs et qui sont capables de jouer. Parce qu'il va falloir qu'ils jouent. On est quand même curieux de savoir comment Rudy Garcia va attaquer ce match-là. Si Rudy Garcia attaque ce match comme il l'attaque, il a trouvé quasiment son 11, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui se dégage et un système tactique. S'il nous repond un 3-4-3 ou un 5-3-2, là, il a l'air d'avoir trouvé. J'espère qu'il... Parce que là, l'intérêt, c'est qu'il joue. J'espère. Au passage, Vincent, vous avez convaincu l'ensemble des téléspectateurs, en tout cas la majorité des téléspectateurs. Gourcuff, Christian de son prénom, viré, point d'interrogation. Figurez-vous que son président, son patron, Valdemar Kita, président du FC Nantes, est partagé. Il apprécie Christian Gourcuff en tant que technicien, mais pense, en son fort intérieur, que les joueurs l'ont lâché. Kita, est-ce qu'il a d'autres choix que de virer Gourcuff? Est-ce qu'il a d'autres choix que de virer Gourcuff? Ben oui, le garder. Ben oui. Ouais. Oui, mais... généralement, lorsqu'on se pose la question pour un stop ou encore,
on dit toujours le contact avec les joueurs. Est-ce que son discours passe en Alors moi, le concept des joueurs qui lâchent leur entraîneur, dixit la conviction de leur président, j'ai un peu du mal à m'y retrouver là-dedans. Faut m'expliquer. Soit il y a des joueurs qui sont venus voir le président Valdemar Kita en disant voilà, on veut plus de Gourcuff, ce qui, je pars sous contrôle de Ludo, c'est pas le genre de choses qui se fait quand même couramment. Oh, t'as des Margoulins qui sont capables de le faire quand même. Ouais. À Nantes, ça me surprendrait un peu. Soit c'est la conviction du président Kita, et dans ces cas-là, il prend les décisions qui s'imposent. Mais ça lui appartient. Moi, de dire que Gourcuff est plus l'homme de la situation parce que ses joueurs le lâchent, ouais. La chose étonnante, c'est que c'est le même effectif que l'année dernière, et l'année dernière, la même équipe à cette époque-là avait 10 ou 12 points de plus. Donc c'est exactement le même effectif, Christian Gourcuff ne voulait pas de renfort. Ne voulait pas de renfort. Ils ont pris Augustin, qu'il n'a même pas mis dans le groupe. Je pense que là, ce week-end, ils ont pris une claque auquel ils ne s'attendaient pas. Je pense également qu'il y a des joueurs qui en ont un petit peu marre du management de Gourcuff. Il s'en est un petit peu aperçu et je pense qu'il est en train de travailler à une solution de rechange. Maintenant, la solution de rechange, je crois qu'il a regardé du côté interne, comme souvent la première des choses, puisqu'il reste que 6 mois. Alors, Stéphane Ziani. Oui. On pense tous à Stéphane Ziani. Pourquoi Stéphane Ziani? Parce qu'il a le DEP, il est diplômé. Maintenant, est-ce que Stéphane Ziani s'entend avec les adjoints ou les ex-adjoints de Gourcuff? C'est pas ce qui se raconte. Donc, je sais pas. Ils trouvent, naturellement, dans ces moments-là, ils ont des propositions de partout, de droite et de gauche. Mais il faut bien savoir que Valdemar Kita était vraiment, c'était pas son truc de se séparer de lui. Il se sépare un peu contraint. Voilà. Il aurait bien aimé qu'il résiste jusqu'au mois de juin. Les noms évoqués, Patrick Vieira. Non, Patrick Vieira a décliné. Patrick Vieira. Ils ont décliné. Ils ont décliné. Voilà. Ok. Donc. Après, il reste les autres entraîneurs que l'on connaît, mais qui, bizarrement. C'est qui les autres entraîneurs qu'on connaît? Il y en a un qui rêve d'être entraîneur. Je sais pas, Gourvenec, est-ce qu'il a un club? Cambouaré, est-ce qu'il a un club? Franck Passy, est-ce qu'il a un club? Éric Roy, est-ce qu'il a un club? Et tous ces noms-là ne sortent pas. Attendez, parce qu'il y a un nom. Bah si, il y a quand même quelqu'un qui rêve de devenir l'entraîneur du FC Nantes. Qui? Valdemar Kita. Ouais, d'accord. Ouais, c'est moins le cas aujourd'hui. Autant il y a quelques saisons. T'as quand même une espérance de vie quand t'es entraîneur du FC Nantes qui est quand même très limitée. Et mes amis, il y a beaucoup de clubs qui le rejoignent. Quelques minutes, la Ligue 1 Express, mais France Piron, vous avez quoi à nous dire? Quelques petites banderoles des supporters nantais qui sont rarement contents, qui en veulent beaucoup à Valdemar Kita. Je vous en ai sélectionné 2. Connexion avec la tablette. Gourcuff ou un autre, l'issue est définitivement toujours la même, Kita out. Et puis une qui est un petit peu plus violente encore, qui concerne l'entraîneur si j'y arrive, ou si ça ne marche pas. Ouais, voilà, c'est la technologie. Bon, voilà. Je reviendrai un petit peu plus tard, peut-être. Merci beaucoup. C'était pas très sympa, en tout cas. Petit problème de Wembex. De Wembex, c'est ça. J'ai des amis au Pakistan, si tu veux, France. Juste, dans l'actualité, il y a notre cher chroniqueur Raymond Domenech qui est annoncé en Serbie. Et moi, je me suis souvenu qu'il y a un an, à peu près, Domenech à Nantes, en 2019, Valdemar Kita avait déjà pensé à lui. Est-ce que là, on pourrait éventuellement perdre un chroniqueur de l'équipe du soir? Mais il est toujours dans le couloir, Raymond Domenech à Nantes. C'est moins loin que la Serbie. C'est moins loin que la Serbie. Raymond est attaché, je pense qu'il est à son environnement familial. Je pense qu'il n'avait pas envie. Je pense qu'il y a eu des propositions de sélection un peu lointaines. Je crois qu'il n'a pas envie de ça. Ok. Un match de légende en direct sur la chaîne L'Équipe, France-Croatie. On est le 8 juillet 98 et pour la première fois de son histoire, la France va disputer une finale de Coupe du Monde. La France qualifiée, on sort du match comme ça. Votre sentiment pour l'avoir revécu, est-ce que pour vous c'est un petit miracle que la France se soit qualifiée ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est un peu dans la continuité. Puis c'est l'histoire de France 98 parce qu'à partir du troisième match contre le Danemark, ils ont toujours gagné des matchs sur la plus petite marche, toujours un but d'écart jusqu'à la finale, quoi. Donc ça a participé à l'épopée extraordinaire de cette génération. Moi, en revoyant le match, qui n'était pas très beau d'ailleurs. Oh. Enfin, je veux dire que j'ai pas trouvé fantastique, quoi, quand même. Moi, je J'en avais un souvenir un peu plus. Je trouve que dans le souvenir parcours, de plus d'intensité, voilà. Ah oui? Ouais. Moi, je trouve que dans le parcours, c'est le match en termes d'occasions concédées, d'occasions qu'ils ont obtenues à 0-0 ou à 0-1. Enfin, à 0-1, après, il y a l'égalisation. C'est le match le plus serré, quoi. C'est la plus belle équipe qui rencontre, surtout parce que cette équipe croate, elle était magnifique, avec vraiment des joueurs qui étaient pas en fin de carrière, mais qui arrivaient tous au meilleur âge, justement, vers 30 ans. Ils avaient
tous des contrats dans des grands clubs, ils avaient une qualité technique incroyable et ils mettent la France vraiment en difficulté. J'ai relu votre article. Non, mais en fait, l'histoire du match, c'est l'histoire que les Françaises se sont sorties au réveillé du chloroforme croate. Un peu ça. Oui, c'est un peu ça, mais le problème, par rapport à l'idée d'un miracle, c'est qu'un miracle, c'est quand... Un miracle, ça arrive une fois, quoi. Et eux, ils étaient déjà restés 31 matchs sans perdre, jusqu'à un match au Danemark, si je dis pas de bêtises, à un moment. Et ensuite, avec leur défense, Barthez, Thuram, De Sailly, Blanc, Lizarazu, titulaires, ils n'ont jamais perdu un match. Donc en fait, le miracle, c'est que ça soit Thuram qui ait marqué 2 buts pour la seule fois de sa vie ce jour-là. Oui. Enfin, il a marqué 2 buts pour la seule fois de sa vie, il n'a jamais marqué un but, en équipe de France. Donc c'est vraiment la seule fois. Donc le miracle, c'est que ça soit venu de lui. Mais vu comment s'est passée l'histoire, vu quand même l'élan qu'ils avaient, la force intérieure qu'ils avaient, on peut quand même penser qu'ils auraient trouvé un autre moyen si Thuram n'avait pas été là presque. Un du droit, un du gauche. Thuram et le but. Ça, c'est extraordinaire. C'est fabuleux aussi. Donc, c'est-à-dire, tu le vois sur les images au ralenti, il frappe sans regarder et il la met là vraiment de façon magnifique. Mais en regardant, il n'avait aucune chance. Bernard, vous avez dit finalement 3 buts. Vous avez dit 3 buts parce que, Bernard, vous êtes resté peut-être sur l'impression, moi aussi, j'avais l'impression que c'était, si la France a encaissé ce but, marqué par Suker, c'est parce que Thuram couvrait tout le monde. Raymond Domenech, qui était dans l'équipe d'Estelle en début de soirée, a une autre lecture, en tout cas, se fait le relais de Lilian Thuram lui-même. Pour lui, Lilian Thuram n'est pas fautif sur le but. En tout cas, c'est pas le seul. Écoutez-le. Lilian se souvient de son positionnement. Il n'est pas d'accord d'ailleurs sur l'idée que c'est hors-jeu. Et il n'est pas d'accord parce qu'il dit, lui, il est attiré pour empêcher la passe, la transversale de l'autre côté. C'est les autres qui sont remontés. Voilà. C'est pas de sa faute, c'est de la faute des autres. C'est marrant que Raymond dise ça, parce que moi, j'ai pas le souvenir que Thuram expliquait ça comme ça. Il disait, et je me suis senti coupable parce que je couvrais sur l'action du but et j'avais envie d'aller faire quelque chose pour rattraper cette erreur-là. Ah, depuis, peut-être qu'il a revu l'action, peut-être qu'il raconte une autre histoire, non ? Vincent ? Oui, moi je pense qu'en plus, Lilian Thuram a souvent envie d'avoir raison, il serait très bien ici. et donc, je pense vraiment que là, c'est une discussion de genre, c'est pas moi. On le voit dans Les Yeux dans les Bleus, il y a plusieurs scènes où on le voit parler à la mi-temps, vouloir dire des trucs, et on voit Didier Deschamps qui dit, bon, tu arrêtes, maintenant c'est bon, et ça va. Mais Laurent Blanc sort vraiment beaucoup de sa zone, énormément. Aussi, donc il a peut-être pas tort, Thuram, finalement. L'équipe le lendemain, on va revoir la une, on vous l'a montré, a titré héroïque. Est-ce que c'est un match bascule pour les Bleus ? Ça devient la première la première équipe de France à rallier la finale à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, le match bascule, où ils deviennent des héros, autre chose ? C'est le match du Paraguay, pour moi. Ah, Paraguay. Mais si tu perds en quart contre l'Italie, t'es une génération de losers. Le match du Paraguay, il est émotionnellement tellement fort. C'est-à-dire que tu sais que sur une nation qui n'est pas encore de l'élite, t'es passé à ça de sortir de ta compète. Mais pour vous, et pour moi, je sais pas, il doit y avoir quelque chose émotionnellement qui se passe à ce niveau-là, un soulagement et quelque chose qui lance. D'ailleurs, contre l'Italie, je trouve qu'ils sont au-dessus contre l'Italie. Et je pense que tu as raison sur le déroulement de la Coupe du Monde lui-même. Je pense que tu as raison, mais tu vas voir. Je te mets le. Non, c'est pas ça. Je veux dire, je crois qu'il est pire que Thuram. Sur le déroulement de la Coupe du Monde, je suis assez d'accord. Le basculement, ça peut être ça. Mais plus globalement, ce que je veux dire, c'est que sur l'image des Bleus, s'ils perdent en quart de finale contre l'Italie, ça reste la génération qui a été éliminée de la Coupe du Monde 94, qui a perdu la demi-finale en 96 contre personne, à l'Euro, et qui perd en quart de finale de la Coupe du Monde chez elle. Ça reste une génération de losers. Donc le match qui fait vraiment la différence pour moi, c'est l'Italie. Mais la génération blonde. Cette demi-finale, franchement, s'ils la perdent, ils sont un peu losers quand même. Aussi, oui. Parce que l'objectif, c'était la finale. Mais moins déjà. L'objectif, c'était la finale. Oui, mais franchement, tu te replaces dans le contexte. Tout le monde attend la France en finale face au Brésil. On la joue chez nous. Enfin, je vais pas refaire toute l'histoire. Et en plus, la demi-finale, c'était le plafond de verre. Donc, des autres équipes de France qui, en Coupe du Monde, allaient jamais en finale. Donc, il fallait le dépasser. Franchement, tu passes plus près de l'élimination en quart de finale sur la frappe de Baggio qu'en demi contre la Croatie, presque. La une héroïque, vous allez voir, il y a dans la petite manche, comme ça, il y a l'édito du patron de l'époque, Jérôme Bureau, et qui félicite tout le monde, les joueurs, et qui félicite, j'ai relu avec intérêt, félicitations à Aimé Jacquet. Nous avons suffisamment exprimé notre défiance à son égard avant cette Coupe du Monde pour ne pas avoir aujourd'hui le devoir de lui rendre cet hommage. Nous continuons à ne pas partager ces options fondamentales sur le plan du jeu, mais en matière de sport, il y a sans doute que le résultat qui compte.
Vincent, vous étiez au journal à l'époque, en 98. La France bascule en finale. Comment on le vit? Est-ce qu'on le vit pleinement ou on le vit en se disant les critiques, là, ça va être comme un sparadrap. Racontez-nous. On est obligé, d'une part, d'un côté, de le vivre complètement pleinement, parce qu'on se dirige vers les plus beaux moments quand même de ce journal, vers les années, les 3-4 années où on va vendre le plus et le mieux ce journal, vers un événement dont tout le monde est arrivé depuis la cour de récréation, une finale France-Brésil. Donc forcément, il y a ce bonheur-là. Après, on sait qu'on va avoir des confrères très confraternels qui vont bien nous savonner la planche et que ça va être compliqué. On sait qu'il va y avoir une espèce d'amnésie collective qui va nous désigner, nous, comme étant les seuls sceptiques, alors qu'il y avait 80% de sceptiques. Mais ça, on le sait, on l'assume. Et je trouve que l'édito de Jérôme, ce jour-là, est assez fair-play et maintient quand même l'idée que le foot est un domaine assez important pour qu'il y ait débat. Et qu'on ne se limite pas à dire celui qui gagne a raison et celui qui perd a tort. 20 ans plus tard, Coupe du Monde 2018, il y en a eu sur ce plateau des sceptiques. Alors à la fois, tous les chroniqueurs étaient heureux que la France gagne la Coupe du Monde en Russie, mais à la fois un petit peu de scepticisme sur le jeu de Didier Deschamps, les options de Didier Deschamps. Alors, est-ce qu'on revient toujours au même endroit, le même rapport avec cette équipe qu'on aime, mais cette équipe qui gagne, mais qui devrait mieux gagner, tout ça? Est-ce qu'on en est là? Je dis un dernier petit truc, après, je vais parler de tout le monde. En fait, c'est le début du débat sur le foot. Je pense qu'avant 98, avant ça, le débat sur le foot n'existait pas. Et que si Aimé Jacquet l'a pris aussi mal, c'est que c'était la première fois que l'équipe, qui était le journal, qui était de la famille un peu, introduisait ce débat-là. Aujourd'hui, le débat, il est général, il existe partout, mais en 98, c'était nouveau, c'était le début de quelque chose. Sur 98-2018 ? Ouais, mais il y a eu des années où derrière, c'est vrai qu'il y avait quand même eu un petit traumatisme autour de cette affaire-là. Et c'est vrai que des fois, on marchait sur des œufs, on avait peur d'aller contre, que ça revienne, qu'on reprenne un nouveau boomerang, etc. Mais en 2018, tout ça s'était passé et qu'il y avait la faculté de dire cette équipe de France, elle est aussi ennuyeuse et on ne va pas se gêner pour le dire parce que peut-être il y a eu l'aventure avec Aimé Jacquet, cet épisode-là qui a marqué l'histoire du journal. Franchement, ça a été traité de manière assez sereine. On a un peu une vision romantique aussi, nous, du football. Alors, Vincent, il parlait tout à l'heure des losers, mais nous, c'est l'école des numéros 10, de Guadalajara, de ces matchs mythiques qu'on forgeait un peu la légende du football français. C'était l'année, c'était Platini. Mais qui n'a jamais gagné. Ouais. Voilà, qui n'a jamais gagné. L'Euro 84, quand même. Oui, oui, si tu veux. C'est vrai, l'Euro 84, on peut rajouter les JO aussi. En 84, mais globalement des matchs mythiques, Séville, tout ça, qu'on forgeait aussi l'histoire de la Coupe du Monde, parce que la France est un pays, est une nation importante dans l'histoire de la Coupe du Monde, pour plein de raisons. Mais on la gagnait pas, quoi. Pas beaucoup. Et là, en 20 ans de décennie, on a pratiquement gommé notre retard sur l'Argentine, sur le Uruguay. Si, en 20 ans. C'est ce que je viens de dire. Je dis, sur 2 décennies, on a gommé tout le retard et on a rattrapé des grandes nations comme l'Argentine, l'Uruguay, qui sont des nations marquantes sur la Coupe du Monde. Non, mais je pense que Vincent a fait une bonne analyse en disant qu'à partir de 98, le débat s'est ouvert. Alors, je ne vais pas polémiquer, je ne partage pas je partage pas l'avis de Vincent sur ce qui s'est passé en 98 sur Aimé Jacquet, je vais passer. Mais de 98 à maintenant, on est la nation numéro 1 dans le monde, qu'on le veuille ou pas. Champion du monde en 98, finaliste en 2006, champion du monde en 2018, quart de finaliste. Il n'y a aucun pays au monde qui a fait la même chose. Donc, on est champion d'Europe en 2000. Plus finale d'Euro. Oui, en Euro, on a participé. Et on a tendance en France à toujours mésestimer ce qu'on fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en 98, on est champion du monde, on n'est pas bon. Moi j'ai entendu en 98, il n'y avait pas Ginola et Cantona. Pourquoi s'ils avaient été là, on aurait été 2 fois. Ça s'est pas dit fort. Hein. Non. Le 13 juillet, ça s'est pas dit fort. Non, le 13 juillet. Mais avant, ça s'est dit très fort. Avant. Ouais. Et là, il faut être objectif et le dire. Donc ils n'auraient pas été 2 fois champions du monde avec Ginola et Cantona. En 2018, on est champion du monde, mais on n'est pas bon. Moi, c'est un truc qui m'exaspère. Voilà. Et qui m'exaspère même des gens qui connaissent très bien le foot. Je ne peux pas partager cet avis-là. Parce que il y a Ludo qui est là, dès qu'on est petit, qu'on commence à jouer au football, on n'a qu'un rêve. Si on peut, c'est être champion du monde. Et tous les joueurs ont ce rêve-là. Et je pense qu'il faut prendre conscience de ça.
tous les joueurs ont envie d'être champions du monde. Ils ont envie d'être champions du monde 1-0 à la 90e en étant dominés. Tu fais quoi sur le plateau de l'équipe du soir donc, mais je fais la même chose que toi. Mais donc, parce que tu commentes l'actualité du foot en ne te basant pas uniquement sur les résultats. Non, ça réclamenrait pas d'avoir des génies autour de la table capables de faire des frappes. J'ai pas dit ça. Rudy Garcia voudrait être champion de France. C'est marrant qu'on arrive. On a quand même toujours un peu de mal quand on excusez-moi de dire ça, mais je vais le dire très gentiment. Quand les journalistes, on vous titille un petit peu, vous avez quand même toujours du mal à prendre du recul et à dire oui, sur cette époque-là, on n'a peut-être pas été... Mais non, c'est pas ça du tout. Pourquoi évidemment qu'on ne peut pas s'en tenir au strict résultat, sinon on servirait à quoi? Sinon, il y a pas de débat. Le football, c'est bien autre chose que ça aussi. Mais bien sûr que le résultat, c'est essentiel, mais c'est plein d'autres choses aussi. Mais on est obligé plein de débats, plein d'idées, plein d'aventures. Parce qu'on est tous dans une même barque, et vous les premiers, comme moi, il vaut mieux avoir des très bons résultats, vous en êtes conscient, depuis qu'on a des très bons résultats, tout le monde, il l'a dit, ça a été une des plus belles périodes du journal de 98 aux années d'après. Il faut en prendre conscience, mais c'est un débat qu'on a. Gilles, tu as le droit de pas être d'accord avec moi ou sur l'analyse que j'ai. C'est un débat. C'est le problème, c'est un problème philosophique. C'est arrivé un moment de tout le temps critiquer la gagne. Mais non, la gagne, ça se critique pas. C'est de tout le temps considérer que le foot est une matière assez noble pour être une matière de débat. Ah, mais ça, je suis d'accord. C'est ça qui est important. Mais j'ai pas dit qu'il fallait pas y avoir de débat. Et le problème, c'est que 98, pendant quelques années, 98 a déstructuré le débat sur le foot en France. Ça a donné naissance et en même temps, ça l'a déstructuré. C'est ça oui, mais vous avez fait partie de cette analyse-là. C'est un petit peu... Vous étiez partie prenante dans ces années-là en 98, où après le débat s'est ouvert, tu as tout à fait raison, le débat a commencé en 98, mais un petit peu avec ce qui s'est passé avant. Tu sais très bien que ça se passait pas comme ça. Gilles, est-ce que je peux remettre un truc en perspective juste 2 secondes? C'est que toi comme moi, on a été inside. Tu vois, on a été vraiment à l'intérieur d'un club où tu es omnibulé par le résultat. Ouais. La vie du club dépend du résultat. C'est-à-dire que bon résultat, le club vit bien. Mauvais résultat, le club c'est la merde. C'est une mauvaise ambiance. Je suis d'accord que quand tu as un regard un peu extérieur, ce que j'ai moi maintenant, je le vivais différemment quand j'étais joueur, j'étais omnibulé par le résultat. Peu importe, on me posait des questions en conférence de presse, bien joué, pas bien joué, on s'en fout, on est là, on est européen, on n'est pas européen, voilà. Et je peux comprendre que maintenant, je suis plus dans l'esthétisme, je suis plus passionné, maintenant que je suis spectateur, par la qualité de jeu, l'émotion et tout ça. Donc je peux comprendre qu'il y ait des critères. Je peux comprendre qu'il y ait un antagonisme entre ceux qui l'ont vécu de l'extérieur et ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Je fais juste une petite parenthèse, mais le climat de défiance qu'entourait l'équipe de France avant 98, c'était pas les journalistes ou l'équipe contre Aimé Jacquet et son équipe. J'en veux pour preuve que tous les matchs de préparation à cette Coupe du Monde, ils ont été joués à l'étranger. Et puis, il n'y avait pas un tour d'honneur, on faisait des matchs de préparation dans toute la France, avec la France qui se levait. En octobre, les Verts jouent contre l'Écosse à Saint-Etienne, il y avait 15 000. Ok. Et ben voilà. France Piron, qu'avez-vous à nous annoncer? Eh bien, je regarde un petit peu la presse anglaise, là, et ça s'agite beaucoup concernant le cas Paul Pogba. Il fait la une de toute la presse anglaise. Là, il est bientôt minuit, donc les unes commencent à sortir. Regardez celle de Mirror Sport. It's Paul over, après les déclarations de son agent Mino Raiola, qui a dit que Paul et Manchester United, c'était terminé. On en parlera un petit peu plus tard. Jeu de mots. Merci, France. Paris Saint-Germain, Başakşehir, c'est donc demain. Match nul suffit aux Parisiens pour se qualifier et se tirer définitivement de ce traquenard. Pour Thomas Tuchel, les joueurs sont prêts. Écoutez-le. C'est une 3e finale et on va préparer l'équipe pour gagner cette 3e finale consécutive après Leipzig et Manchester. J'ai l'impression que les joueurs savent bien que c'était un travail dur, très très dur, avec des situations compliquées pour arriver dans une situation comme notre situation demain. C'est au début, j'ai confiance que tout le monde a totalement compris ça. Un relâchement du Paris Saint-Germain est-il inenvisageable demain contre les Turcs de Başakşehir? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, premier de la soirée. Un relâchement de Paris est-il inenvisageable? Oui, Ludovic Obraniak. Non, Étienne Moati. Rassurez-nous, Ludovic, vous avez 30 secondes, ou peut-être un peu moins. On vous écoute. Bon, cette équipe a vécu de tels traumatismes qu'il est difficile d'imaginer qu'il ne puisse pas y avoir une réaction. Ils sont pourtant parfois incorrigibles, je le concède. Mais sur les derniers matchs coup près, je pense à Dortmund, je pense à l'Atalanta,
Je pense à celui de Manchester, ils ont répondu présent, peu importe la manière. Ils étaient morts cliniques à la 60e minute. Neymar les a réanimés à coups d'électrochoc. Quand tu as vu la mort de si près, tu as envie de vivre. Donc ils ne feront pas la même erreur et ils vont écraser Başakşehir. Vous répondez non à cette question, Étienne. Pourquoi ? Moi, le mot inenvisageable avec le Paris Saint-Germain, on a parlé un peu d'histoire du foot et je suis ce club-là depuis tellement d'années, avec beaucoup d'affection le plus souvent, mais avec parfois aussi pas mal de tristesse. J'ai du mal à l'employer, j'ai du mal à l'accepter parce que manifestement, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe sur courant alternatif. Il peut se passer n'importe quoi. Évidemment, je pense que le Paris Saint-Germain a plus de chances de battre Istanbul que le contraire et qu'elle a toutes les chances de se qualifier, mais que ce soit inenvisageable, malheureusement, ils m'ont tellement habitué dans l'histoire à pouvoir passer au travers, à se mettre en danger dans les dernières minutes que j'attends de voir. Qui gagne pour vous? Est-ce que c'est Ludovic ou est-ce que c'est Étienne? Compte Twitter de l'équipe du soir, le président s'avance. Je suis plutôt d'accord avec Ludovic, mais les arguments d'Étienne me font vaciller quand même. Ils m'ont fait vaciller quand même. Parce que c'est vrai que... Ouais... C'est vrai qu'avec eux... Excusez-moi, je me souviens d'un début d'un de vos papiers, c'était après Manchester United. Vous aviez commencé par... C'était impossible une fois, donc ils l'ont fait une deuxième fois. C'était quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Hein, c'était... Ouais. Bah oui, non mais c'est... Donc voilà, est-ce que c'est impossible 3 fois? C'est ça la question. Mais je sais pas, mais... Voilà, non mais voilà, c'est ça qui me fait vaciller. Mais je trouve quand même qu'il y a une dynamique... Allez, depuis 2 matchs... Il y a une dynamique depuis 2 matchs et qui rendrait presque optimiste. Okay. Oui, non, mais là oui, mais alors, c'est pas du tout le débat. Alors, je veux dire, si le débat c'est de savoir est-ce que Paris a plus de chances de se qualifier, de terminer premier que le contraire, ça je suis d'accord aussi. Inenvisageable. Inenvisageable pour demain soir. Voilà, je finis. Ok, inenvisageable. Mais tu m'as fait vaciller. Merci beaucoup. Donc, point pour Ludo. On se fait un petit changement d'aile. Bernard et duel de fort bonne tenue, ma foi. Je suis un peu de l'avis de. Enfin, je partage le sentiment de Vincent, c'est que j'ai trouvé Ludo très bon. Et j'ai dit oui. Et puis après, j'ai écouté Étienne et j'ai dit ben non. Merde. Parce que c'est fait qu'effectivement, dans le monde normal, c'est-à-dire où tu exclus le PSG, Ludo a tout à fait raison. Puis après, quand tu te plonges dans le monde réel, celui d'Étienne, tu te dis... Merde. Non, mais si. Si. Donc le 1 partout à la 65e, hein, où tu commences à faire son regarder la montre. Moi, l'image que j'ai, c'est le PSG Manchester. Où bon, là, il ne peut rien se passer à l'équipe bistère de Manchester. En 8e, tu veux dire? Ouais, le 8e retour. Oui, et là, tu te dis, bon, non, je parle pas du. Oui, pardon. Je parlais, c'était l'année dernière. 2019. Là, il va rien se passer. Bernard, l'angle d'attaque est complètement différent. Oui, mais il y a toujours un angle différent d'attaque. Non, mais avant Manchester, ils ont gagné 2-0 là-bas. Donc ils arrivent, ils prennent le match un peu à la légère. On va le gérer le match, ça va passer. Là, ils sont passés à rien de la correctionnelle. Donc là, ils arrivent, ils sont prévenus. Tu veux dire que par exemple, après la remontada, donc il ne pouvait plus rien leur arriver parce qu'ils avaient vraiment compris qu'ils avaient fait. Mais ça fait partie de l'expérience. Bah oui, bah non. Mais ça fait partie de l'expérience. Bah oui, bah non. Bah si. Quand tu vis des mauvaises expériences, t'accumules à un moment donné quelque chose qui fait que tu sais répondre présent au bon moment. C'est l'équipe la plus faible du groupe, il ne devrait pas y avoir de problème. Tout va bien se passer. Mais comme le 8e de finale contre Manchester, où tu as gagné 2-0 à l'aller, l'équipe bistère de Manchester, il ne peut rien se passer. Écoutez, il y en a un qui est prévenu, en tout cas, il y en a un qui a prévenu ses joueurs, c'est Thomas Tuchel, parce que le soir même de la victoire à Manchester United, 3-1, à la question, vous êtes presque qualifié. J'ai l'impression que c'est Étienne qui lui a rédigé sa réponse. Écoutez-le. Presque qualifié, c'est pas qualifié. Ça n'existait pas. Je ne vais pas je ne vais pas laisser un seul gars croire que nous avons fait tous maintenant. On a fait un grand combat. Toute l'équipe a fait un grand combat. Pour arriver ici, c'était pas dur pour nous. Et je ne vais pas laisser un seul gars penser qu'on a déjà fait la qualification. Gilles Favard, je ne sais pas, fait participer à cette conversation que vous avez entendue. C'est exactement ce qu'a dit Étienne est tout à fait entendable, on va dire. Mais effectivement, je suis un peu comme Ludo. Je pense que là, ils sont un peu avertis, quoi. Ils sont sur la bonne dynamique maintenant. Effectivement, quand on reprend l'historique, il peut tout se passer. Une dynamique de 2 matchs. Oui, mais une dynamique, on la sent progressive, on va dire. Mais. Voilà. Un petit coup d'œil du côté de la compo probable de Thomas Tuchel. Alors, à une unité près, c'est exactement la même équipe qui commencera
demain soir que l'équipe qui a commencé il y a une semaine contre Manchester United a une unité, c'est Baker qui remplace ou qui remplacera, on met ça au conditionnel. Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qui Danilo, qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, mais Rafinha, à un moment donné, il joue jamais. C'est lui qui émerveille. À chaque fois qu'il rentre, c'est lui qui fait les différences. Et il joue jamais. Il commence jamais un match. Le problème, c'est que surprenant. Quand il le fait jouer, Tourelle, visiblement, comme ce week-end, il joue à la place de Verratti. Donc, après, il est capable de jouer ailleurs. Non, mais il cavale. Oui, il cavale. Je suis d'accord avec toi. Il est créatif. Tu vas sûrement jouer face à une équipe qui va dans les duels, qui va t'opposer un peu. Il va dans les duels, il récupère les ballons. De mecs qui sont un peu intelligents avec le ballon et qui trouvent des situations de passe. Et Rafinha, il est irréprochable depuis son arrivée. C'est lui le meilleur au milieu. Et il joue jamais. Étienne, je vous ai vu moins vous enflammer que Ludovic. Sur Rafinha, comme Ludo, je préfère comme style de joueur Rafinha que Danilo Pereira, surtout ce qui montre depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, mais peut-être que ça témoigne simplement de manque de certitude absolue de Thomas Tuchel, qui veut quand même un mec au milieu, simplement, qui se place devant la défense et qui défend tout le match, sans monter. Sur Rafinha, non, ça dépend de Verratti en fait. Vous, c'est la doublure de Verratti, un peu comme Bernard. Non, mais faire jouer Danilo, ça montre que pour Tourelle, le relâchement est envisageable. Voilà, exactement. mais tu mets pas Paredes. Mais au-delà de ça, du moment que Verratti joue, après il peut mettre. C'est déjà. Ouais. Ça va aller, ça va bien se passer. Justement, vous avez actionné le mot Verratti. J'ai Paredes, j'ai Neymar qui, en cas de carton jaune, donc serait suspendu pour le 8e aller. Pour une fois que Verratti serait suspendu, quand même. Alors, qui vous voyez? Parce que c'est toujours un éternel recommencement, le Paris Saint-Germain. On leur souhaite pas, évidemment. Tu as dit quoi, Paredes, Verratti? Verratti, Paredes, Neymar. Ah non, mais là, c'est trop dur. Ça peut être les trois. Ça peut être les trois. Parce que c'est vraiment 3 bons candidats. C'est 3 bons clients. Étienne ou Ludovic, un relâchement de Paris est-il inenvisageable? Pogba sur le départ de Manchester United, une histoire qui s'est terminée, en tout cas pour Mino Raiola. On en parle juste après la pause. Débat sur Pogba dans quelques minutes en compagnie de Vincent Duluc, de Gilles Favard, de Bernard Lyons, Étienne Moati et Ludovic Obraniak. Pogba sur le départ, l'histoire à Manchester est terminée, c'est pas moi qui le dis, c'est son agent Mino Raiola, au magazine, enfin au quotidien Tout Sport. Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United, il faut être clair. Aller de l'avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. Paul n'est pas heureux à Manchester, il n'arrive plus à s'exprimer comme il voudrait. Il doit changer d'équipe, d'endroit. L'échec de Pogba à Manchester, est-ce que c'est de sa faute ou c'est de la faute de Manchester United? Si c'est plutôt lui, si c'est plutôt Paul Pogba? Parce qu'il avait et tout pour réussir. Il vient, c'est un énorme transfert, un énorme salaire. On lui donne les clés du jeu, on lui donne toute la lumière. Donc, a priori, des choses qu'il aime. Voilà, et dans un club historique... il n'a pas réussi, ça peut être que de sa faute à lui à la base. Après, le club a aussi sûrement des responsabilités, mais la première, s'il est bon sur la durée, s'il montre des choses, voilà, il marque Manchester, mais il marque pas du tout le club. Il y a une phrase d'Arsène Wenger qui me revient lorsqu'il parlait de Pogba. J'ai jamais su si c'était un constat ou une vacherie. Paul Pogba voit le jeu à partir du moment où il a le ballon dans les pieds. Oui, non, d'Arsène, c'est une vacherie. Il a dit ça une fois et c'était une vacherie. Voilà. Une vacherie? Une vacherie, c'est parfois vrai, mais c'est pas toujours vrai. Il faut quand même atténuer un peu l'idée de l'échec à Manchester. D'abord parce que c'est vrai que c'est un club historique, mais depuis leur finale en 2011 de la Ligue des Champions contre Barcelone, ils sont allés une seule fois en quart de finale, l'année où ils ont sorti Paris, et c'est tout. Terminé. Donc on n'est plus dans le cadre d'une grande puissance européenne. Ensuite, l'après-Ferguson est quand même très instable au niveau des entraîneurs. Et Pogba, c'était pas un cadeau quand même. Ses relations avec Mourinho ont quand même été compliquées. Et il a eu une très très bonne période. Il a été brillant pendant 3-4 mois au début de Solskjaer il y a 2 ans. Mais vraiment extrêmement brillant. Après, là, il a été souvent blessé. Il a eu le Covid. Il commence juste à revenir au moment où Raiola fait cette sortie, mais qui est quand même assez scandaleuse. Ah, vous la trouvez scandaleuse, cette sortie? Oui, mais Manchester United joue son avenir demain soir à Leipzig, il faut qu'il fasse match nul, ça fait 15 jours que Pogba va bien. Samedi, il met un but fantastique, enfin on commence à se dire qu'il va pouvoir jouer ensemble avec Bruno Fernandes. Et il a gardé Manchester samedi. Mais les gens en Angleterre, ils lui pardonnent pas. Mais heureusement que ça sera à huis clos, qu'il n'y aura même pas 2000 à Old Trafford samedi, parce que c'est une zone à risque. Parce qu'autrement, il se serait fait démonter. Et le joueur et le club en difficulté, là. Bien sûr. Parce que Pogba, je pense... Alors, à moins que ce soit voulu, mais alors si c'est ça, c'est un vrai manque d'intelligence.
mais il le met en grande difficulté avant un match capital. Après, Pogba, est-ce qu'il n'y a pas aussi son ego un peu, parce qu'il y a un adage qui dit que nul n'est prophète en son pays et qui se vérifie souvent, c'est-à-dire que par rapport à l'endroit où on va prendre des notes ce soir, Ludo. Là où tu as commencé, que tu aies réussi ou pas, quand tu reviens, quand tu veux absolument revenir, la théorie des comebacks, ça marche. Et je crois qu'il y a son ego qui a pris le dessus en disant j'ai pas vraiment réussi à Manchester, je vais revenir et je vais montrer. Mais je pense que c'était pas un bon choix de transfert pour lui. Mais pour Ludo vient de dire un truc. Moi, c'est un dossier que je connaissais bien quand il était à Manchester. Quand il est à Manchester, il s'en va, il est libre. La Juve donne 1,5 million pour arranger les bidons de Ferguson. Il donne 1,5 million. Mino Raiola prend une commission d'enfer à la Juve pour qu'il aille à la Juve. Mais Ferguson a toujours dit « Laisse-moi faire, laisse-moi te mener à mon rythme, tu seras un des plus grands joueurs du monde. » Il n'a pas écouté, il n'a pas attendu. Il va à la Juve. C'est 2 ans après qu'il retourne. Oui. 2 ans après, Manchester met, on va dire 100 millions. 105 millions, enfin oui. 105 millions. C'est déjà première erreur de Manchester. On ne revient jamais. On ne reprend jamais un joueur de ce style-là. C'est première erreur de Manchester. Deuxième erreur, c'est Raiola qui reprend les coms dans tous les sens, qui le ramène à Manchester. À l'époque de la Juve, au bout des 2 ans, il peut aller dans 10 clubs, dans les 10 plus grands clubs européens, en dehors de Manchester. Il le ramène là. Et après, le problème de Pogba, je l'ai tout le temps dit ici. J'ai dit, le problème de Paul, il a une vie comme il est. Moi, j'ai pas à juger sa vie. Il vit comme il veut. Le seul entraîneur qui le tienne, il s'appelle Didier Deschamps. C'est un sélectionneur. Pourquoi? Parce que quand il vient dans des compétitions, quand elles sont là, je parle pas des matchs, quand il vient dans les compétitions, que ce soit l'Euro, que ce soit la Coupe du Monde, il vient 3 mois avant. Et pendant 3 mois, Deschamps le prend. Et c'est sa nounou pendant 3 mois. C'est-à-dire, il le serre, il le ferme, il le machin, et il en fait un des meilleurs joueurs du monde. Et il redevient un des meilleurs joueurs du monde. Il a toutes les qualités requises. Et on ne peut pas dire que Paul Pogba ne sait pas jouer au football, il sait tout faire. Okay. Donc voilà. Après... mais juste pour dire quand même qu'il y a... Conclusion. Il y a aussi, après la Coupe du Monde, sur la saison dernière, la digestion de la Coupe du Monde qui a été difficile pour 3 quarts des champions du monde. Pour beaucoup. Et le non-départ au Real aussi, peut-être. Voilà. JT Express, transpirons. Ah oui. Bonsoir et rebonsoir, ma chère Française. Les JO de Paris 2024 se précisent avec une première historique, c'est-à-dire? Alors, la commission exécutive du CIO se réunissait aujourd'hui avec plusieurs annonces, dont une qui est vraiment historique, une parité parfaite entre les athlètes hommes et femmes. C'est-à-dire que parmi les 10 500 athlètes engagés, il y aura le même nombre d'hommes et de femmes pour Paris 2024. C'est la première fois de toute l'histoire des JO. Il y aura 8 nouvelles épreuves, ça c'est pas nouveau. Et puis la confirmation de l'intégration des 4 sports un peu plus modernes. Le breakdance, c'est confirmé. L'escalade, le skateboard et le surf. On va écouter Jean-Philippe Gatien, l'ancien pongiste qui est désormais directeur des sports de Paris 2024. Il est au micro de Charles-Antoine Nora. C'est une évolution aussi de la société, donc il est bon de voir que le CIO prend conscience de ça aussi, et dans ce nouveau programme des sports, incluant les disciplines, cette parité voit le jour, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est important. Il y a un vrai sujet de développer aussi le sport féminin, et de fait d'avoir cet équivalent en nombre d'athlètes hommes-femmes, c'est quelque chose d'important, c'est un impact sociétal très fort, et vous savez que Paris 2024 a la vocation de livrer certes des jeux spectaculaires, mais aussi des jeux utiles. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, France. Oui, on rappelle qu'il avait lieu tout à l'heure et que la France connaît désormais son groupe. C'est ça, le groupe D. Les Bleus qui auraient été d'un groupe plutôt abordable avec l'Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan et enfin la Finlande qui avait battu les Bleus de Didier Deschamps en amical. C'était en novembre dernier. Oh, une info. Qu'est-ce qui baille? Non, personne. Une info qui va faire du bruit. La ville la plus foot de France, c'est à lire demain dans France Foot. Absolument, c'est l'enquête de votre magazine qui sort demain avec ce classement des villes les plus foot de France. Souvenez-vous de Leonardo qui disait que Paris n'était pas la ville du foot. Alors nos amis de France Foot ont établi un classement à travers les 42 villes retenues et c'est Saint-Étienne qui sort en tête devant Lyon, Lens ou encore Marseille et Lille. Vainqueur Bernard Lyons. La capitale. Oui, la capitale. Vincent Duduc, le banlieusard, peut en témoigner. Vous n'êtes pas d'accord pour une fois avec la ligne de France Foot alors? Je suis entièrement d'accord. Vous êtes entièrement d'accord? Bien sûr. Ah ouais, sur la place du foot dans une ville, Saint-Étienne est imbattable. Je pense que Lens ne doit pas être très loin. Et Marseille? Moi, je pensais que c'était Marseille, mais loin devant, non? Pour moi. Non, ça doit être Saint-Étienne, Lens, Marseille. Ça doit être ça à peu près le classement. Vous l'avez pas? On n'a pas le classement. Ce sera à lire demain. Dans France Football. On aura certainement l'occasion de faire des débats. Mbappé prolongé. Point d'interrogation. En marge du match Montpellier-Paris Saint-Germain, Leonardo, le directeur sportif, a évoqué sur Canal+, donc la prolongation au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. On parle tranquillement, ça avance bien,
On fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va continuer. Partagez-vous l'optimisme de Leonardo à cette question. 2 chroniqueurs vont s'opposer. Jingle. Il partage l'optimisme de Leonardo, c'est Gilles Favard, toujours ami des puissants. Bernard Lyons, lui, est un rebelle avec ses cheveux longs et a répondu non, vous ne partagez pas l'optimisme de Leonardo. Bernard, vous avez 30 secondes et sans proverbe. On y va. Quand on connaît le talent de Leonardo à laisser partir libre ses stars, dernier en date étant Cavani et Thiago Silva, il est permis d'en douter, d'autant plus que Mbappé est en train de terminer un cycle de 4 ans. Après l'Euro 2020, c'est-à-dire en juin 2021, il lui restera 1 an de contrat. Ça veut dire qu'il se retrouvera en position de force pour négocier son futur transfert dans un marché des transferts qui s'annonce déflationniste. Donc je vois pas du tout l'intérêt pour lui de prolonger au PSG, à moins qu'il veuille s'inscrire dans la durée au PSG où son ami Luis Ferrer, recruteur qui était à l'origine de sa venue, vient de partir. Ok. Et Gilles, c'est à vous. Justement, Leonardo, pour qu'il fasse cette sortie-là, joue sa crédibilité, parce que si demain le clan Mbappé annonce que justement il ne veut pas prolonger, j'espère pour Paris Saint-Germain qu'il partira pas libre, il va perdre toute crédibilité et sa place va être en danger. Donc moi j'ai tendance à le croire, je vois pas pourquoi Mbappé ne prolongerait pas, il peut prolonger de 2-3 ans, ça les empêchera pas de le vendre dans 1 an ou 2 si le marché des transferts se remonte, parce que je vais être très sceptique cette année avec ce qui vient de se passer sur les gros transferts, mais j'ai plutôt tendance à croire Leonardo. Ok, il partage l'optimisme de Leonardo, il s'appelle Gilles Favard. Si vous répondez oui, vous votez Gilles, si c'est non, c'est Bernard Lyons. Et si c'est le président, c'est Vincent Duluc. Dire que le problème, c'est que l'argument déflationniste, il est ambivalent. Il marche pour les 2 camps, mais moi je pense plutôt que c'est un argument réversible. Non, mais il a été utilisé par Bernard et par Gilles. Mais moi je pense que personne ne peut mettre 200 millions actuellement et qui vaut mieux prolonger. J'en sais rien. Mais cet argument, il n'est pas réversible. Pourquoi ? C'est Gilles qui a raison. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, non, mais je sais pas. Évidemment que le problème qui va se poser pour Mbappé s'il veut partir, c'est de trouver un club pour le prendre. Bien sûr, non, mais à 200 millions, en ce moment, c'est impossible. La Bundesliga, ils viennent d'annoncer aujourd'hui, ils vont perdre 1 milliard d'euros cette saison, 1 milliard d'euros. La Première Ligue, c'est pareil. La Liga, c'est normalement le championnat doit aller Kylian Mbappé. Je veux dire, ils sont en train de faire des réductions donc sur la masse salariale qui sont rendues obligatoires par la Ligue. Donc, c'est quand même compliqué aujourd'hui de partir. Je veux dire, un transfert de Mbappé, il se fait autour de quoi ? De 250 millions d'euros minimum, normalement. Pas s'il lui reste 1 an de contrat. Oui, non, mais. Oui. Moi, si j'étais le camp Mbappé, je trouve qu'aujourd'hui, la donne, elle a changé. Tu peux très bien prolonger, avoir une augmentation sensible de salaire que tu vas obtenir au Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain a besoin de te conserver. Et quand le marché va remonter, tu peux choisir de partir. Je pense comme Gilles que finalement aujourd'hui il y a peut-être plus de chances qu'il reste qu'il parte, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. Mais par exemple il y a 1 an, Eden Hazard il est parti de Chelsea à Real, à 1 an de la fin de son contrat 100 millions, pour 100 millions. Ouais, 100 millions. Mais je pense pas que ça soit réalisable. Tu sais quoi, après cette expérience-là, le Real il a pas envie de le refaire. Mais de toute façon c'est impossible maintenant, ça peut plus arriver. C'était le duel express de l'équipe du soir, car nous devons évidemment rendre l'antenne. Petit Aubragnac, demain sera un autre jour. Ciao.